Bon, je vois qu'il est 9h30, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien, Bertrand, Jérémy? Oui, 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 moi Ouais, je la, t'entends la parfaitement technologie fonctionne bien. parfaitement pour l'instant. Super. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Merci de participer à ce webinaire, cet atelier sur les ETF et ETF ESG. On est très content de vous avoir ce matin. Le digital s'imposait, je pense, dans beaucoup de régions en France ce matin. Donc, on est content de pouvoir être connectés et faire ce webinaire ensemble. Pour ce webinaire sur les ETF, en partenariat avec BNP Paribas Asset Management, j'ai le plaisir de faire ce webinaire avec Bertrand Alfandéry. Bonjour Bertrand, tu es responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour, oui, bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Jérémy. Et bonjour Et, Julien. et Jérémy aussi, Tubiana, que vous connaissez, qui est responsable du business développement ETF chez BNP Paribas Asset Management pour la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse francophone, Monaco et autres, Et c'est tout. et C'est déjà tout. pas mal. Mais Bon, c'est bien bon. ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et Julien qui est aux manettes et qui va nous aider, Julien chez Cantalis, qui va pouvoir gérer la logistique, suivre vos questions. Et donc on aura d'un point de vue pratico-pratique de la présentation qui vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire. On aura un replay bien évidemment puisque c'est enregistré, cette session est enregistrée. Et on aura la joie de vous retrouver dans 15 jours, puisqu'on a un prochain webinaire le 15 février sur les thématiques énergie renouvelable. Beaucoup de questions sur ces thématiques ESG, vous le voyez. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un point ensemble avec vous et en particulier sur la partie ETF. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on aura 4 parties en fait pour ce matin. Une première partie sur les grandes tendances en Europe et dans le monde aussi, puisque BNP est un acteur mondial, donc on aura un peu en exclusivité leurs grandes tendances validées au niveau mondial. On parlera aussi de la distribution en Europe. Je crois qu'il y a une étude, une enquête qui a été faite il n'y a pas très longtemps en partenariat avec le FT, donc on verra justement l'utilisation des ETF en France, mais aussi en Europe. On parlera d'ESG pour voir ce que ça veut dire dans une définition ETF. Hein. Parfois, il y a un petit match, une petite approche un peu religieuse sur les pros, les contres. Donc, on verra justement ce que ça représente pour les fournisseurs d'ETF. Et on terminera par 4 exemples concrets pour aller vraiment dans le concret de manière opérationnelle et voir comment sont construits ces ETF ESG à travers 4 thématiques particulières. Voilà, donc je vous propose qu'on avance. On a promis de vous libérer dans une bonne demi-heure, prendre quelques questions, et donc à 10h15, vous serez libérés. C'est un peu l'idée. Concernant les flux sur les ETF et les flux en Europe, peut-être avant tout reparler des flux sur 2022. Maintenant, les bilans sont pas mal faits, donc on va avancer, mais vous voyez qu'on est quand même sur une année qui était assez difficile pour l'industrie de la gestion en termes de flux nets. Alors, ça a été difficile sur l'effet de marché et les performances des marchés, puisqu'on a vécu un crack action et un crack obligataire. Mais en tout cas, sur les flux, ça a été assez difficile, et vous voyez que les flux sont bleu ciel, donc la courbe négative a surtout été tirée par la tendance négative par la partie obligataire. Les investisseurs sont sortis de cette stratégie. On a fait dans le slide suivant un zoom sur justement cette année 2022 et voir comment ça s'est comporté. Et vous voyez qu'on a eu 2 années en une. Le début de l'année, c'est la peur de l'inflation et du coup, en fait, une sortie massive des fonds obligataires. Et puis ensuite, on a eu en fin d'année, pardon, une compréhension visiblement par les marchés que les banques centrales étaient à la manœuvre, avaient repris la main. Et du coup, on commençait à parler un peu plus de récession. Et donc là, on a vu une arrivée à partir du mois de septembre sur des fonds monétaires, à partir du mois d'octobre sur des fonds obligataires et à partir du mois de décembre, et ça se confirme encore en janvier, sur des fonds actions.
Les fonds actions en janvier, on est au 31, donc c'est encore des estimés, mais on est sur l'ordre de 40, un peu plus de 40 milliards de collectes sur le mois de janvier, rien que sur le mois de janvier. Donc on retrouve en fait les bonnes années, les bons mois de 2021. Et ça revient fort toujours sur des fonds obligataires. Ce sera de l'ordre de 20, 25 milliards, de 30 milliards de collectes sur des fonds obligataires. Les fonds actions autour d'une dizaine de milliards avec un retour des investisseurs sur les actions européennes et le reste des stratégies. Mais en tout cas, voilà, visiblement, des investisseurs qui reviennent sur les actifs risqués sur le mois de janvier. Quand on avance, on regarde sur la partie action justement, qui a été un petit peu j'allais dire, touché moins fortement que les stratégies obligataires, et on voit qu'à la limite, il y a une dichotomie. C'est-à-dire que il y a une dichotomie sur les fonds actions Europe qui ont été vraiment très durement touchés, liés sans doute à la guerre en Ukraine. Donc les investisseurs internationaux et américains ont eu tendance à sortir des stratégies européennes et pour en fait privilégier des actions thématiques, actions monde. Donc on voit que la partie monde, c'est un peu du plus 50, moins 50, avec une collecte sur des actions internationales. Sur le slide qui suit, on a le même type de graphique, mais cette fois-ci sur des fonds obligataires. Donc on voit que la partie crédit, fonds diversifiés, investment grade, aggregate a fortement souffert. Et ça revient en fin d'année, ça revient aussi encore sur le mois de janvier. Donc les investisseurs commençant à comprendre que les niveaux dans l'absolu sont redevenus intéressants et commençant à anticiper une efficacité des politiques des banques centrales, visiblement. Si on avance, on entend un peu de bruit, je suis désolé, il y a quelqu'un qui... Je me suis mis en mute exprès parce que oui, j'entends un peu de bruit aussi. Moi aussi, j'entends. Il mieux qu'on se mette en mute quand... Exactement. Ouais. Merci. Donc si on avance sur la partie ETF, voilà, on rentre dans le vif du sujet, on a une très très bonne résistance de la collecte sur des ETF. On voit hein, le graphique d'une collecte, il y a surtout les 300 milliards de décollectes que j'évoquais sur l'année 2022. C'est surtout en fait une sortie sur les fonds actifs, donc c'est les gestions actives qui ont le plus souffert et connu cette décollecte, alors que vous voyez les gestions passives ont plutôt bien résisté. Hein, on va terminer l'année 2022 sur une collecte d'à peu près 80 milliards d'euros de collecte nette sur l'ensemble des ETF. J'ai appelé ça Free Beta versus High Alpha, parce que tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail, mais vous aviez des collectes, des bonnes résistances sur la partie un peu plus alternative, si vous voulez. Et donc, on retrouve un peu cette dichotomie, cette recherche de diversification d'un côté qui a été complétée par l'investissement sur du directionnel et des ETF au détriment des fonds classiques. Si on avance sur le détail aussi de l'ESG, puisque c'est le thème de la matinée, on voit que ça a très bien résisté. Donc là, c'est toute stratégie confondue, que ce soit les actions, les obligues. Les approches ESG ont finalement plutôt bien résisté et plutôt bien tenu versus des approches non ESG. Il y avait une question au mois de mars-avril quand on parlait de la guerre en Ukraine et qu'on se disait finalement tout ce qui est énergie fossile, tout ce qui est armes, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est etc. reviennent un petit peu au goût du jour. Finalement, les investisseurs sont passés à travers cette crise et ont privilégié des thématiques de long terme en se disant finalement il faut participer au financement de ces alternatives, de ces énergies renouvelables et autres, on y reviendra, et on voit que c'est très résilient dans une année qui a été assez chahutée. Sur les pages suivantes, les ETF justement, donc on a vu une année qui a été très compliquée mais plutôt résistante sur la collecte nette. En haut à gauche, vous avez l'addition de l'effet de marché. Donc on voit en rouge que effectivement les marchés ont été vraiment très négatifs sur les 10 dernières années. Et on voit en gris, en positif, la collecte nette sur des ETF. Donc je disais c'est à peu près 80 milliards d'euros en Europe. Et donc, ce qui montre effectivement que même si l'effet de marché a été assez difficile, ça, j'allais dire, c'est la partie directionnelle, la partie bêta, finalement, les investisseurs ont continué à privilégier des approches passives et des ETF. C'est quand même près de 80 milliards. Alors, c'est moins que l'année dernière, mais ça reste très honorable. Et cette répartition, en fait, de la collecte des 80 milliards, des 77, vous voyez en bas à droite,
voyez que c'est plus de la moitié, 60% sur des ETF ESG et 40% sur des ETF non ESG. C'était déjà le cas l'année dernière. Et donc, ça reste en fait un élément de soutien fort aujourd'hui, massif, de la part des investisseurs. Je ne sais pas si Bertrand, d'une part, ça confirme ce que vous avez constaté chez BNP, et j'allais dire, c'est toujours un peu l'approche macro, l'approche micro, donc voir un peu d'un point de vue microéconomique si vous avez vécu ça chez BNP, et d'autre part aussi rajouter des éléments peut-être mondiaux, puisque là on parle de l'Europe. Oui, alors oui, bien sûr, ça confirme. On a exactement les mêmes chiffres de notre côté, puis on a les mêmes tendances côté BNP Paribas Easy aussi sur l'approche ESG. J'en dirai quelques mots un petit peu plus tard. Mais surtout pour remettre en perspective les chiffres que tu viens de donner, Jean-François, sur l'Europe. L'Europe, c'est à peu près 20% du marché mondial des ETF en termes de nombre de fonds. On doit avoir à peu près 2000 ETF listés en Europe versus à peu près 10 000 ETF listés dans le monde. Après, en termes d'encours, c'est 15% l'Europe. Donc voilà, le poids de l'Europe est assez limité, on va dire, dans le monde parce qu'évidemment, les ETF sont hyper utilisés et beaucoup plus utilisés aux États-Unis, notamment du fait des investisseurs particuliers. Donc, on a une collecte qui est à peu près, qui suit les mêmes tendances aux États-Unis ou dans le monde qu'en Europe. Donc, il n'y a pas de différence majeure en termes de dynamique et d'effet marché, évidemment, dans le monde et en Europe. Et je dirais que ce qui fait la grande différence, pour terminer, c'est le SG, en fait. Tu l'as dit, c'est quasiment 2 tiers de la collecte nette qui est allée sur des ETF ESG en 2022 en Europe. C'est pas le cas ailleurs. Donc, l'Europe tire, on va dire, le monde des ETF vers le haut grâce aux ETF ESG. En tout, il y a 1200 ETF environ ESG listés dans le monde et il y en a la moitié qui sont listés en Europe. Donc, ça veut dire que on voit bien 20% de la gamme d'ETF au global listés en Europe, mais 50% de ces ETF ESG sont listés en Europe. Donc, toute la dynamique ESG, elle vient de l'Europe. Et en termes de collecte ou d'encours, c'est exactement pareil parce qu'il y a 400 milliards d'euros d'encours dans le monde sur les ETF ESG et 2 tiers de ces encours sont détenus par des investisseurs européens. Donc, on voit bien Donc, il y a une vraie spécificité européenne sur la partie thématique ESG. Voilà, spécificité, bon, peut-être que ce sera rattrapé plus tard par les États-Unis. Mais en tout cas, oui, on peut dire que les offres des émetteurs européens évoluent dans ce sens et la réglementation en Europe est peut-être aussi plus robuste, plus claire qu'ailleurs et la dynamique et l'envie d'investir ESG des investisseurs particuliers ou professionnels, elle est vraiment là en Europe, on le voit dans les chiffres de collecte. En tout cas, en Europe, il y a une coexistence effectivement de ces indices traditionnels, soit par pays, type DAX, CAC et sectoriels, tech, bancaire, etc., et de ces approches thématiques ESG qui sont arrivées très tôt, on y reviendra tout à l'heure, et qui donc donnent un panorama un peu différent de ce qu'on peut avoir sur d'autres marchés plus matures, type Asie ou États-Unis. On avance dans la présentation puisque justement, on va voir la résultante du marché européen. Aujourd'hui, les ETF, c'est 15% de la gestion en Europe. Donc, on voit qu'il y a une croissance très forte à la fois des encours et du nombre d'ETF. Donc, à gauche, c'est les encours, à droite, c'est le nombre d'ETF distribués en Europe. Et on voit effectivement cette percée des ETF ESG qui est très significative puisqu'aujourd'hui, rapporté à l'industrie globale, c'est 4% de l'industrie en termes d'encours, alors que c'était quasiment 0% il y a 4 ans, c'était quasiment inexistant il y a 4 ans. Donc on peut se dire que c'est 1% de part de marché par an, si je divise bêtement. Et donc quelque part, c'est vraiment une montée en puissance qui a été très, très forte et qui se poursuit sur cette année 2022, malgré le contexte très, très difficile. On avance pour parler justement un peu du marché. Donc on va voir que un marché qui évolue aussi en fonction de la création des ETF, de l'approche thématique qui a été très forte et de l'approche ESG, donc on appelait ça Impact Investing. On voit les parts de marché avec des acteurs français finalement et BNP qui est en bonne position. C'est 15 milliards d'encours sous gestion uniquement sur les ETF ESG. Donc on voit effectivement que c'est une partie européenne où on se distingue
et qui est assez intéressant de noter. Donc il y a un peu le match dans le match, on va dire ça comme ça. On avance sur justement sur la distribution, les explications de cette distribution des ETF en Europe et en France. Alors un élément franco-français sur lequel on voulait faire un focus, c'est l'assurance vie, parce que vous savez, on peut assez peu difficilement parler de gestion de patrimoine sans parler d'assurance vie. On voit cette retailisation du marché des ETF, à la fois grâce à la demande des investisseurs, à la fois la partie plateforme online, frais qui rentre en ligne de compte, la partie réglementation, on en a parlé, sur la partie ESG, il y a besoin de référencement de fonds ETF, enfin de fonds ESG au sein des contrats d'assurance vie, et à la fois la digitalisation, hein, donc des plateformes online qui se développent. Nous, chez Cantalis, on est bien placé pour développer justement ces outils digitaux, et on voit statistiquement que aujourd'hui, on a en moyenne 30 ETF qui sont en moyenne référencés dans les contrats d'assurance vie, 31 exactement. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance qui a été très forte. Et on voit que le nombre de contrats qui référencent au moins un ETF a augmenté à 44%, alors que c'était 38%. Donc on voit effectivement une percée des ETF au sein des contrats d'assurance vie. Et je pense que l'approche ACPR en ce moment, c'est-à-dire Value for Money, a tendance à pousser en fait ces réflexions. Je ne sais pas si c'est des choses que vous voyez aussi, vous, de votre côté. Bah, clairement, je prends un peu la main sur ce sujet. Donc, clairement, on voit une grosse tendance à la retailisation du marché des ETF, mais finalement, c'est un copier-coller de ce qui se passe aux États-Unis. Bertrand le disait tout à l'heure, hein, si le marché est autant développé aux États-Unis, c'est parce que le retail utilise les ETF pour préparer sa retraite. Il n'y a pas de fonds euros, il n'y a pas forcément de livret A aux États-Unis. Donc, en France, on a cette prise de conscience de ce sujet-là. Mais d'une manière générale, en Europe, notamment je pense à l'Allemagne où la croissance des acteurs digitaux est très très importante. On peut citer plusieurs acteurs mais qui se développent aujourd'hui en France, mais le marché est en forte croissance en Allemagne et on le retrouve aujourd'hui en France. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'au-delà de parler de la retailisation, il y a plus de c'est la distribution, le marché de la distribution qui s'intéresse au sujet ETF et qui intègre les ETF dans les allocations, que ça soit côté banque privée, qui aujourd'hui les banques privées sont de plus en plus challengées sur le coût de gestion de leur mandat, de leurs fonds, etc. Et donc doivent intégrer notamment des ETF pour réduire le coût de gestion et notamment dans un contexte où le fonds euro est en forte baisse, générer de la performance. Ça passe aussi par réduire les coûts de gestion. On a évidemment les family office. On a de plus en plus de family office qui se sont montés avec une approche 100% ETF et sans rétrocession. Donc, c'est leur approche. Et là aussi, on voit que sur une génération de start-upers ou nouveaux entrepreneurs, ils sont très friands de ce genre de family office. Et surtout, pour reboucler le sujet avec l'ESG, souvent, le sujet de départ, c'est family office avec une approche ESG. Et enfin, les CGP, on m'a souvent dit que les CGP ne seraient jamais intéressés par les ETF et j'espère avoir pu le démontrer que c'était faux. D'une part, parce que les plateformes ont référencé des ETF, tu l'as montré tout à l'heure, Jean-François. Deux, parce que même certains assureurs refusent des fonds parce qu'ils ont trop de frais de gestion. Donc là encore, on voit que ça explique pourquoi les ETF aussi tirent leur épingle du jeu. Et ensuite, il y a de plus en plus de CGP. Moi, je dis souvent que les CGPI, c'est moins le I de indépendant, c'est plus le I de institutionnel. Donc le CGP s'institutionnalise. On l'a vu avec les rapprochements de tout l'écosystème que l'on a pu constater récemment. Mais en tous les cas, les CGPI lancent soit ces types de sociétés de gestion, ou lancent leur propre fonds de gestion. Ouais, puis il y a le passage aussi par la gestion pilotée et les mandats de gestion. Exactement, effectivement. Donc là, c'est encore un autre sujet, mais effectivement, dans les mandats ou dans les fonds dédiés, on a cette intégration d'ETF de façon assez importante. Beaucoup de CGP ne vont pas forcément intégrer d'ETF dans leur contrat d'assurance vie pour plein de raisons, mais ils vont l'intégrer dans leur fonds dédié, par exemple. Et là, effectivement, on a une croissance qui est assez importante. Donc voilà. Donc, on a bien cet écosystème. Si les ETF se développent autant aujourd'hui en Europe, c'est aussi parce qu'il y a
plus de types de clients qui s'intéressent au sujet. Et je finirai par le rapport de l'AMF qui a été sorti, le tableau des investisseurs de l'AMF qui est sorti récemment et qui montre effectivement une grosse croissance du nombre d'ordres passés par des investisseurs particuliers sur les ETF. Et donc effectivement, ça se duplique auprès des CGP. Peut-être élargir un peu le débat sur la distribution en Europe. Je ne sais pas si c'est toi, Bertrand, qui a les chiffres. Il y a une enquête, j'ai vu une enquête fait avec le FT justement sur la distribution d'ETF en Europe et cette adaptation, cette retailisation. Est-ce que tu as des éléments à nous donner? On a un peu en avant-première. Ouais. Alors, oui, pardon. Alors, les chiffres précis, j'ai pas de données particulières sur la croissance. Ce que l'on voit, c'est la croissance effectivement des acteurs, hein, clairement qui prennent du poids, tirés par l'Allemagne, tirés par l'Espagne aussi. On voit des nouveaux acteurs en Espagne se développer et annoncer des chiffres de collecte importantes. Et effectivement, la next step de ces acteurs-là, c'est la pénétration du marché français. Donc effectivement, on a le marché, en fait, on peut vraiment distinguer le marché du nord de l'Europe et le marché du sud de l'Europe. Le marché du nord de l'Europe est très déjà ancré sur le business ETF, la retailisation et la distribution est très au fait du sujet ETF. Le sud avec un peu plus de retard, mais effectivement, on voit ce rattrapage et encore une fois, tout est un sujet de prise de conscience de la gestion de son épargne. Donc voilà. Il y a les statistiques AMF qui sont sorties sur les néo-brokers. On considère en France qu'il y a à peu près 5 millions d'investisseurs individuels qui agissent directement sur leur portefeuille en bourse. Hein. Je ne parle pas via l'assurance vie. Si on fait l'assurance vie, on a bien évidemment beaucoup plus. Et en Allemagne, c'est à peu près 15 millions d'Allemands qui interviennent directement sur leur portefeuille, leur compte titre. En Italie, c'est à peu près 7 à 8 millions. Donc on voit qu'on a un marché qui est 2 fois plus important en Italie de néo-brokers et d'investisseurs actifs et 3 fois plus important sur l'Allemagne, avec en Allemagne des acteurs online, donc des scalables, des plateformes online et des acteurs de trading, plateformes de trading qui sont beaucoup plus actifs que ce qu'on a en France. Nous en France, on a encore, j'allais dire, un peu cette enveloppe assurance vie qui vient faire office de filtre. Mais on a des investisseurs sans filtre, j'allais dire, dans beaucoup de pays, et très, très actifs. Alors pour la petite anecdote, effectivement, l'histoire de l'enveloppe est clé. Hein. Donc là, par exemple, en Allemagne, ce qui se développe beaucoup, c'est le saving plans. Donc on va dire que c'est l'équivalent de l'assurance vie et par exemple en réalité c'est l'équivalent d'un compte titre en France. Et typiquement sur un saving plans allemand, on peut mettre en place des versements programmés sur des ETF de façon très simple, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Tous les acteurs, que ce soit les plateformes bancaires, les CGPI bancaires ou les acteurs, les courtiers online, aujourd'hui il est compliqué de mettre en place des versements programmés automatiques comme l'on fait en assurance vie sur un PEA qui est une enveloppe qui a le vent en poupe. Donc voilà, donc c'est aussi. Ces acteurs, ça arrive en France, les scalables, les free trade, etc. Et donc c'est un deuxième mouvement à surveiller de près. Exactement. Sur la partie ESG, je vous propose qu'on passe à la présentation donc de BNP justement pour voir un peu comment ça s'est intégré dans des ETF. Pour rentrer un peu dans la technicité et le détail, page 3, on peut tout de suite rentrer dans le poids des ETF ESG chez BNP. Il y a un vrai choix stratégique qui a été pris il y a quelques années maintenant. Je ne sais pas si c'est Bertrand qui veut en dire un petit mot. Puis moi, j'avais noté quelques questions pour vous. Donc, peut-être justement reparler de l'évolution de la gamme ETF ESG chez BNP Paribas Asset Management. Pourquoi ce choix aussi fort et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? J'y vais, Jérémy? Vas-y. Je vais commencer. Oui, alors depuis mi-2017 déjà, donc depuis quasiment 6 ans, on n'a pas lancé un seul ETF qui ne soit pas ESG. Donc on est 100% ESG dans nos innovations. Ça ne veut pas dire que dans notre gamme, on est 100% ESG.
Pourquoi ce choix? Parce que BNP Paribas Asset Management est ESG et a pris le virage ESG il y a déjà de nombreuses années. Et donc, en gestion passive, pour nous, il nous semblait évident de se positionner là-dessus avant même que l'ESG prenne une importance importante. Je dis depuis 2017, mais 2017, l'ESG, c'était tout petit dans les ETF. On a lancé le premier ETF sur la thématique du bas carbone, sur des actions européennes, en 2008. Au départ, il marchait pas très très bien en termes de collecte et maintenant c'est un des plus gros ETF de notre gamme. Donc on l'a lancé il y a 15 ans. Donc voilà, on est typé, on va dire ESG. On ne fait plus que de l'ESG dans nos lancements. Pour autant, on a quand même du S&P 500, de l'Eurostoxx 50, des indices standards qui peuvent encore générer un peu de collecte. Mais si je dois donner quelques chiffres là-dessus, Jean-François, très rapidement, nous, on a collecté à peu près un peu moins de 5 milliards d'euros en Europe. La gamme BNP Paribas Easy, c'est la gamme d'ETF de BNP Paribas Asset Management. Ça nous positionne au 5e rang mondial, tu le montrais, européen, pardon. Tu le montrais tout à l'heure, ce qui est une belle performance pour nous, mais surtout, on a collecté pareil 60% sur des indices actions, 40% sur des indices obligataires, un peu comme le marché, comme tu montrais tout à l'heure, mais surtout 98% de notre collecte nette est allée sur des indices ESG. Donc voilà, donc, évidemment notre gamme est très typée, mais il y a quand même, si je regarde dans le top 5 de nos collecteurs, on a le premier, c'est un ETF sur un indice JP Morgan de la zone euro sur des gouvernements, sur des emprunts de dette gouvernementale. Ça, c'est 1 milliard d'euros de collecte nette et ESG. Le deuxième, il est ESG aussi, c'est un indice action MSCI sur États-Unis, ISR. Le troisième, c'est le S&P 500, donc là, qui n'est pas ESG. La question se pose de savoir si les indices qui ne sont pas ESG aujourd'hui doivent le devenir. Et ainsi de suite, quand on regarde dans les principaux contributeurs, on a quasiment que des fonds ESG, évidemment, parce que c'est 98% de notre collecte. Juste un petit mot, avant de laisser la parole à Jérémy pour qu'il complète. En termes d'offres produits, oui, Jean-François, on est complètement dirigé par ça. On a même transformé notre CAC, tu parlais du CAC 40, du DAX, des indices, on va dire, traditionnels qui sont utilisés encore par les investisseurs français ou allemands. Nous, on a transformé notre CAC 40 en CAC 40 ESG quand Euronext a décidé de créer une version ESG de son indice phare. On a transformé notre ETF. En tout cas, on a décidé de répliquer le nouvel indice CAC ESG. Ça, c'était au 4e trimestre 2021. Et en 2022, on a continué à lancer des ETF en lien avec l'ESG. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On a lancé un ETF qui réplique un indice obligataire mondial sur les obligations durables et les obligations sociales. On a lancé un ETF qui réplique un indice action sur les technologies médicales, sur l'hydrogène vert. Jérémy vous en dira plus tout à l'heure, sur la biodiversité. Tout à l'heure, oui. Voilà. Peut-être peut-être avant de faire la liste des produits, puisqu'on le verra tout à l'heure, en quoi l'approche quantitative ESG colle assez bien avec, l'approche quantitative des ETF colle assez bien avec l'ESG, quel type de fournisseur d'indices vous avez tendance à sélectionner, puisque ETF c'est avant tout une réplication d'indice, donc il faut aussi regarder l'indice en sous-jacent. Ouais. C'est la réplication d'indices et c'est la transparence aussi de l'information et de cette méthodologie de réplication. Donc, ça veut dire que quand on investit sur un ETF, on sait exactement ce sur quoi on investit, les actions sur lesquelles on investit. Et donc, les méthodologies, on les sélectionne, on met des mois pour les sélectionner, les fournisseurs d'indices aussi. C'est quoi une méthodologie? C'est un fournisseur d'indices. Je vais donner un exemple, par exemple MSCI, que la plupart des gens connaissent. MSCI, on va travailler avec eux sur des indices. Ils vont avoir une stratégie d'exclusion. Donc, ils vont exclure les énergies fossiles, les armes, le tabac, plusieurs domaines ou secteurs d'activité. Et ils vont avoir une méthodologie de filtre, de scoring de chaque action pour les noter selon leurs critères ES, donc environnement, social et gouvernance. Et donc c'est objectif, factuel, non discutable, transparent, donc c'est la force du quantitatif, j'allais dire. Non discutable, on peut toujours discuter en fait de la pertinence de l'approche, de la robustesse de l'approche, de la finesse des filtres. On peut toujours aller plus loin, donc ça peut toujours être discutable. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Quantitatif, oui, parce qu'on sait
comment la méthodologie fonctionne, mais elle vit aussi cette méthodologie. Donc ça peut être discutable, ça peut être moins discutable aujourd'hui et l'être plus demain en fonction d'évolutions réglementaires ou d'évolutions de COP 21 ou d'indices qui doivent être alignés à l'accord de Paris. Donc les indices doivent vivre aussi dans le temps et on travaille avec les fournisseurs d'indices qui sont capables de faire évoluer aussi leur méthodologie dans le temps, c'est très important. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire un petit mot sur PAB, puisqu'on parle beaucoup des accords de Paris? Donc, aligné sur les accords de Paris, ça veut dire quoi en fait? C'est le symbole PAB, c'est ça? Exactement, c'est Paris Solan Benchmark. En fait, comme on le sait, il y a eu les accords de Paris qui ont débouché la COP 21, pardon, qui a débouché aux accords de Paris. Et parmi une des solutions qui a été mise en place, c'est le développement d'un indice aligné aux accords de Paris, qui a un objectif de favoriser la transition climatique et notamment de rediriger les flux des marchés financiers, hein, les flux que l'on peut voir sur les marchés, vers des indices respectant les accords de Paris. L'objectif étant, c'est d'essayer de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. De carbone, enfin. Exactement, avec une méthodologie particulière. Donc voilà, donc avec ces indices PAB, on arrive à favoriser la transition, on cherche à favoriser la transition climatique et on essaye d'avoir des indices qui ont une intensité carbone beaucoup moins élevée que les indices. On est sûr de respecter cette limite de réchauffement climatique qui a été fixée par la COP 21. Et certains distributeurs, j'ai en tête Goodvest, disent nous on investit que dans des ETF qui respectent les indices PAB. C'est exactement ça. Effectivement, c'est parce que effectivement c'est la suite un peu de l'ESG. On a parlé beaucoup de l'ESG, mais ce qui touche aussi les gens de manière générale et ce qui parle peut-être aussi aux gens, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces indices PAB, et c'est un peu la logique de Goodvest, c'est un peu voilà, de rediriger les flux de nos investissements vers des actions, des obligations qui cherchent à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ça passe par notamment des indices PAB. Un mot, parce qu'on parle d'engagement et d'impact. En quoi les ETF ESG, je ne sais pas qui veut répondre, ont cette politique d'engagement par rapport à des fonds traditionnels où on se dit, bah voilà, le gérant il y a une politique de vote, il y a une politique de. Est-ce que c'est aussi des éléments qu'on retrouve dans des ETF ESG? Oui, bien sûr. Alors, on parle de gestion passive. Hein, quand on parle de gestion indicielle, nous, on n'aime évidemment pas ce mot passif, parce que déjà la gestion en tant que telle n'est pas passive. C'est sûr qu'on réplique, le but c'est de répliquer un indice, mais l'indice comme il vit en permanence, il n'y a rien de passif dans tout ça, mais c'est par comparaison à la gestion active. Et pareil en termes de stratégie d'engagement, c'est-à-dire essentiellement la politique de droit de vote de la société de gestion, on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre un fonds de gestion active et un fonds indiciel ou ETF. C'est-à-dire qu'on va avoir des positions sur des sociétés, évidemment, qu'on détient via nos fonds de gestion active ou de gestion passive. On va agréger toutes ces positions sur telle et telle société. Et ensuite, on va aller représenter les intérêts des porteurs de parts aux assemblées générales, que l'action soit détenue via un ETF ou via un fonds de gestion active. Donc, la politique d'engagement, elle est bien là. Pour donner un exemple concret, je vais vous donner un exemple très récent, parce qu'on vient de recevoir le rapport du 4e trimestre 2022 de la politique d'engagement de BNP Paribas Asset Management. Et on a, au 4e trimestre, on est allé voter à 199 assemblée générale sur un peu moins de 1400 résolutions et sur 200 assemblées générales, on a voté contre le conseil d'administration sur 110 assemblées générales sur les 200. Donc plus de la moitié. Donc il y a une voting policy. Voilà, active. Et au-delà de cette politique d'engagement active, de voter aux assemblées générales, on va aussi participer à des organisations de place qui vont lutter contre le réchauffement climatique, contre le travail précaire dans l'industrie textile, pour la lutte contre la biodiversité. Donc il y a certaines organisations qui vont créer des groupes de travail qui ensuite vont œuvrer à faire basculer les modèles d'investissement
des sociétés. Et nous, on va participer à ça et on va ensuite contacter nos principaux porteurs de parts, les principaux investisseurs dans nos fonds pour les convaincre d'adopter encore de meilleures pratiques en matière de ESG. Donc, je vais pas donner trop de détails là-dessus, mais c'est quelque chose de permanent. On a un Sustainability Center, c'est un centre de développement durable chez nous qui est interne, où il y a une quarantaine de collaborateurs avec des analystes extra-financiers qui nous aident d'ailleurs à sélectionner les fournisseurs d'indices. Eh bien, ces équipes vont intervenir pour aller voter aux assemblées générales pour pouvoir avoir de l'impact au sein même des sociétés dans lesquelles on investit. Les entreprises. Et c'est des éléments qu'on sera amené à réévoquer puisque vous savez que la taxonomie se met en place, l'accès aux données, la communication des données, le CSRD, donc le parti corporate qui va arriver en l'exercice 2024. Donc on aura encore plein de choses à dire sur ces sujets data et impact. Je vous propose qu'on avance pour voir 4 exemples particuliers. Il nous reste 10 minutes, puisqu'on a dit qu'il y avait à peu près 1800 ETF distribués en Europe, 500 ETF ESG. Donc, on ne va pas tous les passer en revue ce matin, mais déjà essayer de se projeter sur des blockbusters chez BNP et voir dans quoi ça investit concrètement, puisque nous, on aime bien revoir le concret. Et donc, c'est Jérémy, je crois, qui peut nous faire un focus sur des 4 thématiques très intéressantes. Oui, effectivement, là, l'objectif, c'est de vous donner un panorama un petit peu de notre gamme de TF thématiques. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'on couvre vraiment des thématiques larges. Et au-delà de notre offre ESG que l'on peut avoir chez BNP Paribas Easy, on va essayer également d'avoir une offre complète d'ETF thématiques. Donc, vous voyez qu'on a des ETF aussi qui ont des labels ISR, ils sont tous en réplication physique ou directe. Certains sont éligibles au PEA. Donc voilà, donc on a vraiment une panoplie vraiment très large d'ETF thématiques. Sur le slide suivant, on va regarder par exemple le low carbone. Le low carbone, en fait, c'est un indice qu'on a construit qui va, pour vous expliquer un peu rapidement la méthodologie, qui va partir d'un indice global, et on va essayer de définir avec des fournisseurs de données un score climat. Le score climat va dépendre évidemment de l'intensité carbone des sociétés en fonction de ce score climat, on va récupérer les meilleurs dans chacun des secteurs pour définir l'univers de l'ETF. Alors, je vous passe le fait qu'au sein de l'indice, il va y avoir des exclusions qui sont importantes pour BNP Paribas Asset Management. Donc, on va exclure le tabac, par exemple, la défense, et plein de secteurs qui sont pour nous à retirer de certains indices. Et ensuite, on va appliquer donc ce score climat et retenir les meilleurs dans chacun des secteurs. In fine, sur le low carbone sans Europe, on va avoir 100 valeurs. À gauche, c'est le top 10 des valeurs que l'on va retrouver. Et à droite, on va intégrer également dans cet indice un pourcentage 5% de valeurs qui ont au moins 50% de leur chiffre d'affaires liés aux technologies bas carbone. Donc vraiment, c'est un indice complet, thématique, qui va chercher… C'est un indice qui est construit par qui? Comment? C'est un indice qui est construit par qui? Par qui est le Euronext. fournisseur d'indices? C'est Euronext. On travaille avec Euronext sur cet indice-là. Et donc, vous voyez ensuite la répartition par pays, par secteur, pour avoir vraiment une vue. Donc, on a plein de secteurs, c'est un indice diversifié géographiquement au niveau sectoriel, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on va retenir les meilleurs dans chacun des secteurs. Si on regarde ensuite, on a lancé un ETF sur l'hydrogène. Là, on va regarder, ça va être un ETF qui va être équipondéré avec 40 sociétés internationales et qui va investir sur des sociétés dans le secteur de l'hydrogène durable. Donc, on va retrouver des producteurs, des fournisseurs. Exactement. Donc, on va retrouver donc des producteurs, des fournisseurs, du stockage, des consommateurs, de tout ce qui tourne autour de l'énergie, de l'hydrogène, pardon. Alors, je vous disais que c'était équipondéré. Vous voyez que c'est pas forcément le cas quand on voit le top 10, mais en fait, c'est simplement l'effet marché, hein. Mais comme le disait Bertrand, les indices aussi sont dynamiques, donc lors du rebalancement, on va pouvoir réajuster les positions. Et là, encore une fois, vous voyez les répartitions sectorielles et par pays. Les rebalancements ont lieu tous les combien en général? C'est soit biannuel ou soit annuel.
annuel. Ça va dépendre des ETF. D'où cette évolution des poids au cours de Voilà. l'année. Pour l'hydrogène, c'est en janvier et en juillet, par exemple. D'accord, très bien. Donc voilà, donc c'est un ETF qui, effectivement, on parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui. Ensuite, on a un ETF sur l'économie des océans. Donc là, on va définir 5 domaines, 5 secteurs, donc les vies côtières, l'énergie, les ressources, la pêche, le tourisme, les transports maritimes. Et donc, ce qui va être important ici, c'est que on va également avoir un indice international sur des secteurs prédéfinis. D'accord. Et donc dans cette blue economy, donc l'économie des océans, on va retrouver tout le secteur de l'écotourisme, par exemple, qui est un sujet majeur. On va retrouver donc toutes les sociétés qui font du transport maritime, de la pêche, et dans quelles conditions elles font de la pêche, etc. Donc ça, c'est des points qui Donc vont les être plus importants. vertueuses. D'accord. Et donc là-dessus, on travaille avec ECPI, qui est un fournisseur d'indices italien, qui a une spécialisation sur l'approche ESG et thématique. Et on travaille avec eux sur plusieurs autres indices. Ensuite, quand on regarde, on a lancé récemment un ETF sur la biodiversité. Donc, je m'amuse souvent à dire que c'est un thème dont on parle de plus en plus. Hein. Ça paraît peut-être évident, mais ça se concrétise aussi dans les investissements. Je vois de plus en plus de conférences, de hashtags sur les réseaux biodiversité. Donc là, on va retrouver des valeurs qui ont l'impact, qui vont avoir l'impact négatif le moins important sur la biodiversité. Donc concrètement, ce que l'on va retrouver là, c'est qu'on va travailler avec Ice Data Lab, qui est également un fournisseur de données, pas un fournisseur d'indices, que là, le fournisseur d'indices c'est Euronext. Donc Ice Data Lab va étudier les sociétés en fonction de plusieurs critères, donc notamment l'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution, l'utilisation de l'eau, etc. Et donc, ils vont définir un score qui s'appelle le CBF score. Et ce score-là va être la clé pour définir la construction de l'indice. Et là aussi, on va retenir les meilleurs dans chacun des secteurs. Donc, on va regarder celles qui ont l'impact le moins négatif sur la biodiversité dans chacun des secteurs. Donc, on va retrouver les meilleurs dans chacun des secteurs. Donc, ceux qui ont le meilleur score. La question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'on arrive à avoir ces données de la part des entreprises cotées? Donc, on a la pollution de l'air aujourd'hui ou la consommation d'eau des entreprises comme Essilor, Luxottica ou Pernod Ricard. Alors effectivement, c'est le travail des fournisseurs de données de retrouver ces indices, mais c'est le gros challenge des sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le sujet de l'engagement est important. Donc il y a l'engagement évidemment des investisseurs, mais il y a aussi l'engagement des sociétés. Donc si les sociétés veulent montrer patte blanche entre guillemets et le fait qu'elles ont un impact positif sur l'environnement ou le moins négatif, par exemple sur la biodiversité, elles doivent être capables de fournir ces données. Et évidemment, on va pouvoir analyser les données que l'on a sur les différentes sociétés que l'on va retrouver à partir d'un indice. Dans le cas de Pernod Ricard, la consommation d'eau et de glaçons est un peu évidente. Là, on le voit directement. Et là, par exemple, ce qui est intéressant sur cet ETF, c'est qu'il est, par exemple, il part sur un indice eurozone, donc il est éligible au PEA. Donc en termes de diversification de PEA, je sais que beaucoup de conseillers ou de sociétés de gestion gèrent des mandats PEA, par exemple, et en diversification, c'est un sujet qui peut être intéressant de regarder. Et très enfin, on a un petit sujet sur un ETF obligataire. Donc, on a un ETF sur le Green Sustainability et Green Bond. Donc, là, c'est assez complet, effectivement, en termes d'approche. Donc, on va privilégier les obligations ouvertes ou celles qui ont un engagement sociable ou durable. Donc là, je ne vais pas tout détailler, mais on voit effectivement tous les projets qui peuvent être financés à travers les obligations. Et donc, dans notre ETF, on va retrouver des obligations qui financent tous les projets que l'on peut voir au sein de ce slide. Très bien. Oui, effectivement, la partie Green Bond, c'est peut-être un thème d'ailleurs sur lequel vous allez mettre l'accent en 2023, tout ce qui est gamme obligataire, parce que déjà les taux se sont réappréciés et qu'il y a une demande forte aussi des investisseurs sur la partie ETF obligataire, qui aujourd'hui, à 72% en Europe, c'est plutôt les ETF actions. Il y a une montée en puissance des ETF obligataires. Je ne sais pas si c'est le cas chez BNP.
Oui, oui, c'est le cas aussi, hein. C'est vrai que quand on regarde dans ce qu'on a fait en 2022 et ce qu'on prévoit de faire cette année et les années prochaines, on sait qu'on doit continuer à développer notre gamme d'ETF obligataires, ESG évidemment, toujours pour nous, ou ISR. Donc oui, on ne couvre pas encore toutes les zones géographiques, tous les types de signatures, d'émetteurs, tous les types de duration. Donc, on veut être pouvoir proposer une gamme encore plus large aux investisseurs européens. Donc oui, on sait qu'on va continuer à innover sur ce champ-là des ETF obligataires. La gamme est encore assez limitée. Je dis pas pour nous, parce qu'on a quand même pas mal lancé de fonds obligataires ces 18 derniers mois et on va continuer là, début Toujours dans 2023. une approche ESG, SFDR 9, Toujours dans enfin une voilà. approche ESG, mais je ne sais plus combien il y a d'ETF obligataires ESG listés en Europe, mais je crois qu'il y en a même pas une centaine. Donc, Oui, c'est très faible. l'offre est encore très, très faible. Donc, oui, il y a une demande. On le voit dans le poids de la collecte, dans le poids des encours qui continue à augmenter aussi. Historiquement, les ETF étaient très actions. Et puis, on se rend compte finalement que la hausse des taux, mais même quand on avait des taux très bas, on aurait pu dire que les ETF allaient tirer leur épingle du jeu avec des frais très très bas. Ça n'a pas forcément été le cas, mais là maintenant avec la hausse des taux et le fait d'avoir des investisseurs qui reviennent sur les placements obligataires, oui, c'est sûr que les ETF obligataires vont prendre une place de plus en plus importante chez les investisseurs professionnels essentiellement, hein, pas encore chez les investisseurs particuliers. Je vois que le timing, on arrive à la fin puisqu'il est déjà 10h15. Effectivement, on voit à travers ce webinaire que, à côté de l'utilisation des ETF de manière indicielle classique par pays, par secteur, par zone géographique, autour de grands blockbusters, de grands indices de marché qu'on a tous en tête, les Nasdaq, S&P, DAX, etc. On a de plus en plus l'intégration d'ETF thématiques ESG, du coup s'apparente à des positions plus cœur de portefeuille, plus résilientes et moins court-termistes. Donc c'est des éléments qui sont intéressants d'analyser, d'observer. Nous, en tout cas, on met l'accent chez Cantalis sur ces éléments aussi pour, à travers nos outils, pouvoir analyser le profil de ces ETF par rapport à vos portefeuilles et par rapport aux indices classiques pour voir un petit peu les sources de diversification et de performance que ça peut représenter. Hein, c'est pas ETF par ETF, j'allais dire, de manière un petit peu hors sol, mais c'est plutôt de voir comment ça se comporte dans vos allocations. Et c'était le titre de ce webinaire, justement, l'intégration des ETF ESG dans des allocations, donc de manière plus stratégique, plus thématique. Est-ce que vous avez une conclusion, messieurs, pour nous, puisque je vois que l'heure file? Bah, on reste à votre disposition si besoin. C'était assez dense, donc si vous avez des questions un peu plus précises sur le marché des ETF, sur l'intégration des ETF dans vos business, que vous soyez conseiller ou société de gestion, on travaille, on a l'expertise pour vous accompagner. Si vous souhaitez simplement échanger sur ce qui se passe sur le marché, parce que je sais que j'ai eu l'habitude de beaucoup de clients nous sollicité pour savoir quelle est la tendance, ce que l'on peut observer. Parce que justement, les conseillers, par exemple, cherchent à s'adapter à cette évolution, cette digitalisation de l'épargne. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et on est Très bien. évidemment Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de données. On voyait des petits camemberts avec des chiffres pas faciles à lire en webinar. Et donc, si vous avez des questions sur les différents outils, vous n'hésitez pas à soit nous envoyer des questions, soit à contacter Jérémy et Bertrand directement. On peut se donner aussi rendez-vous début mars, que début mars, on va faire avec Bertrand et Jérémy un point complet sur le marché des ETF cette fois-ci. Donc, on regardera un peu la dynamique de collecte et les tendances, mais au sens large, à travers l'Observatoire de la gestion ETF. Donc, on reviendra sur ces grands chiffres et on commencera à parler des tendances 2023. Donc, j'ai plus la date, mais en tout cas, ça va arriver début mars. Je vous remercie. J'espère que tout s'est bien passé. Vous allez recevoir dans vos boîtes mail bientôt l'ensemble de ces présentations et vous aurez en replay aussi ce webinaire. Donc, vous pourrez y revenir à loisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vois qu'il y a encore beaucoup de participants, de nombreux participants. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci, messieurs. merci, à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.